Bonjour, je suis professeure à l'UQAM. Mon nom est Maryse Potvin. J'ai travaillé, en fait, dans le cadre de la commission Bouchard-Taylor sur le rapport d'experts sur la couverture et le traitement médiatique pendant des cas d'accommodement raisonnable. Et le discours d'opinion aussi, parce qu'on a séparé le traitement de type événementiel et les discours d'opinion des chroniqueurs, etc., qu'on ne peut pas analyser de la même façon, finalement. Et donc, mais ça, je ne vous en parlerai pas beaucoup parce que je vais en parler plus samedi. Je vais plus laisser la parole ce soir aux journalistes qui ont vécu, en fait, la commission Bouchard-Taylor et en leur posant des questions, en fait, en animant la rencontre de ce soir. Peut-être quelques éléments de rappel du contexte de l'époque. On se souviendra que M. Charest, à l'époque, avait créé la commission dans l'urgence alors qu'il y avait un effet qu'on pourrait appeler crescendo de tension dans le débat public avec les sondages sur le racisme, à la fois de la presse et du Devoir, la chanson du policier chantant sur les accommodements raisonnables, le code de vie d'Hérouville qui venait d'être adopté, etc. Et on sentait une tension montante, à la fois dans les médias, mais aussi dans l'espace public plus généralement, puisqu'il y avait de plus en plus de citoyens qui intervenaient et qui envoyaient des lettres de lecteurs, etc. Donc, il a créé dans l'urgence pour s'en débarrasser, donc pour instrumentaliser, on se rappellera, pour enlever cette problématique de la campagne électorale de 2007, parce que Mario Dumont de l'ADQ commençait à faire des ravages dans l'opinion publique. Et on se rappellera qu'aux élections de 2007, Mario Dumont est devenu chef de l'opposition officielle, en utilisant un discours de plus en plus populiste qu'on entendait dans l'espace public, comme, par exemple, pendant qu'un jeune sikh se promène à l'école avec son poignard, la majorité ne peut plus utiliser le mot Noël. Et donc, c'est des phrases chocs que moi, j'ai analysées au jour le jour sur 14 mois dans la presse écrite pour la commission Bouchard-Taylor, donc dans les 5 principaux journaux du Québec, de Gazette inclus, le Journal de Montréal, etc. Le choix, à l'époque, avait été de ne pas couvrir les médias électroniques parce qu'il y a 10 ans, la place des reportages était beaucoup moins importante. On avait moins accès que maintenant aux reportages et à toutes les émissions sur les sites web. Et donc, il commençait à y avoir des blogs. Donc, on avait analysé aussi des blogs. Je dis « on » parce qu'il y avait des étudiants qui travaillaient avec moi et qui sont devenus co-signataires de ce fameux rapport d'experts. Et donc, on avait analysé aussi des blogs comme Martineau, Patrick Lagacé, etc. Il commençait à y avoir des blogs, mais c'était quand même récent. Donc, il y a 10 ans, on avait moins les médias sociaux qui étaient présents que maintenant. Et donc, les médias traditionnels étaient plus, si on veut, impliqués dans le débat comme tel. Dans le rapport Bouchard-Taylor, il y a des éléments qui ont été de cette analyse-là qui ont été repris, notamment l'écart entre les perceptions de la population et les faits réels des événements. La documentation des médias avait montré, en fait, une grande participation à cette époque-là, semble-t-il, des médias dans la construction, ce qu'on appelle la construction de la crise. Et là, aujourd'hui, d'abord, quel est le point de vue des journalistes 10 ans plus tard sur cette crise de perception qui avait été rapportée dans le rapport Bouchard-Taylor? Et on pourrait revenir dans une deuxième partie. Qu'est-ce qui a changé par rapport à les dynamiques médiatiques d'aujourd'hui? Évidemment, les médias, c'est vaste. Il y a une grande différence entre les médias électroniques, les médias écrits, le Devoir, la presse. Il y a des éditoriaux différents, il y a des chroniqueurs, des opinions, il y a des points de vue différents. Donc, toutes ces nuances-là, évidemment, font partie de l'analyse et du débat ce soir. Donc, je vais présenter rapidement peut-être les personnes qui sont sur ce panel. Donc,
monsieur ici, monsieur Jeff Henrich, qui était au moment de la commission à De Gazette. Et je pense qu'il va parler d'un livre qu'il a fait aussi sur la commission, parce qu'il a suivi la commission pendant les audiences publiques pour faire un livre avec Mme Dufour à cet égard, dans cet égard-là. Madame Rima El-Khoury, qui était et qui est toujours journaliste et chroniqueuse à la presse, et qu'il était à l'époque. Monsieur Alain Saunier, qui est au département de communication de l'Université de Montréal et qui, à l'époque, était patron de l'information à Radio-Canada. Et Madame Josée Boileau, qui est journaliste et blogueuse et se trouvait au Devoir à l'époque, au moment de la commission. Alors, je vous lance un peu la question, peut-être à tour de rôle, je ne sais pas qui veut commencer. Quand vous avez vu, par exemple, et je sais qu'il y a eu un mea culpa après des journalistes qui disaient que la presse avait exagéré, que les médias avaient exagéré, quel est le rôle, 10 ans plus tard, des médias dans ce qu'on peut appeler la construction de la crise? Commencer parce que je suis en désaccord avec la proposition principale. Je suis journaliste, alors je vais caricaturer puisque c'est notre rôle. Quand j'ai lu le rapport Bouchard-Taylor en 2008, j'ai été extrêmement choquée de voir tout le poids qu'on faisait porter aux médias, alors que pour moi, il y avait un immense tabou dans ce rapport-là qui a été nommé ce soir, mais qui n'est pas très présent dans le rapport, c'est l'instrumentalisation politique. Les médias, on leur faisait porter le fait qu'ils avaient mal travaillé. Et moi, j'étais extrêmement étonnée de ça parce qu'à l'époque, dans la période qui a été appelée la controverse qui émergeait beaucoup, puis la période d'ébullition, j'étais à la fois éditorialiste, donc entre 2003 et 2007, éditorialiste et responsable de la page Idées au Devoir. Et il me semblait qu'on avait plutôt un grand questionnement, des inquiétudes auxquelles personne ne répondait, qui ont été notamment cristallisées avec le jugement de la Cour suprême sur le Kirpan. On était dans une période, effectivement, d'effervescence électorale. André Boisclair était le nouveau chef du Parti québécois. Il n'était pas populaire. Jean Charest voulait en profiter. Donc, il y avait des élections qui s'en venaient en 2006. Elles auront lieu en 2007. Et Mario Dumont, fin politicien, va s'emparer d'un sujet qui, effectivement, trouble les esprits. Ce qu'on va lire dans le rapport de la commission Bouchard-Taylor, c'est de traiter de la même façon différents événements couverts par les médias en tapant sur les doigts. Et moi, j'étais étonnée parce que plusieurs de ces événements-là, je les avais commentés. Moi, quand je commente, je prends des articles de journaux, j'écoute les médias. Et donc, je me disais, mais comment ça se fait qu'ils lisent ça comme ça? Alors, et je trouvais qu'il y avait un grand problème qui, pour moi, était une invention. Ça a été le Code de vie d'Hérouville, joué en une dans la presse, alors qu'on tapait allègrement sur le dos du Journal de Montréal. Je ne comprenais pas. J'ai relu le rapport récemment, en fait, en vue de notre rencontre, et je maintiens encore cette lecture-là. Je pense que le problème, c'est effectivement l'instrumentalisation politique. C'est vraiment ça qui a été majeur. C'est pas pour rien que le rapport a été tabletté. C'est pas pour rien qu'ensuite, il y a eu les crises qui sont venues, parce que pour moi, la vraie crise des accommodements, et je ne veux pas tout monopoliser, là, je vais juste résumer ça ici. Pour moi, la vraie crise des accommodements, ça a été après. Ça a été après parce que là, comme il n'y avait rien qui était réglé, comme le rapport Bouchard-Taylor avait des lacunes, je m'excuse de dire, j'ai des grands moments où je suis en désaccord avec ce rapport-là, et je ne suis pas la seule au Québec. Donc, face à ça, il n'y avait rien de réglé. Donc, on a eu le manifeste pour un Québec pluraliste, la Charte des valeurs du Parti québécois, et là, cette espèce de décision de forum et de loi 62 qui, je vous le dis tout de suite, va amener des dérapages. Les journalistes vont mal couvrir ça. On va faire un colloque dans 10 ans pour dire à quel point ils ont mal travaillé parce que les journalistes ne sont que le reflet des maux de la société. Donc, face à ça, je trouve que c'est ça dont il faudrait parler. J'aimerais aussi, mais je vais laisser la parole aux autres, pour me questionner après ça, sur 10 ans après, qu'est-ce que je pense de l'état du débat au Québec. Ouais. Est-ce que quelqu'un veut enchaîner? Peut-être je peux juste enchaîner comme quelqu'un qui avait couvert toute la commission et dans toutes les villes du Québec, puis pour ensuite avoir coécrit un livre là-dessus. Je retournais sur le sujet cette semaine parce que c'est pas un sujet que je couvre toujours. Je suis même plus journaliste comme d'autres qui dans le métier. D'ailleurs, ce panel, j'ai remarqué, ça reflète plutôt la crise dans les médias aussi que juste les 10 ans de la commission Bouchard-Taylor. Ouais, on est des survivants.
C'est ça. Moi, j'avais deux choses à dire. Je pense qu'avec les premières nouvelles sur les accommodements, soit le Kirpan, soit le YMCA avec les fenêtres givrées, soit c'était pas couvert beaucoup, mais cette histoire de jeune Filipino dans le West Island, où on se moquait de lui parce qu'il mangeait avec sa fourchette et sa cuillère, puis à l'école, on lui a dit de manger comme du monde. Tous ces nouvelles-là et ces articles-là qui ont sorti, je pense que du côté anglophone, dans les médias, surtout à la Gazette où j'étais, on les traitait à la pièce, on les traitait à une, et on ne s'attendait pas qu'il y aurait un genre de snowball effect pour que ça devienne un enjeu de société. C'était des cas, des exemples de questions, des arrangements, surtout dans le monde privé, qui sont faits avec des gens qui demandaient des accommodements. Mais on voyait, c'était aussi les politiciens, comme tu disais, c'était pas juste que le Journal de Montréal a sorti des sondages ou a couvert à fond. C'est aussi Mario Dumont qui a sorti, qui a prononcé beaucoup à l'époque pour alimenter le débat au début. Fait qu'on se sentait surtout entraîné un peu dans ce débat-là à la Gazette, et aussi que les communautés visées, outre les musulmanes avec l'hijab, pour les juifs orthodoxes, surtout ces questions-là, c'était un peu nos lecteurs en plus. Ça, c'était une réflexion. L'autre réflexion, c'est sur comment les médias ont changé de nos jours actuellement. Je me posais la question chez moi en révisant, en allant dans les boîtes, fouiller dans toute la nouvelle qui était couverte, surtout papier à l'époque. Comment on construirait une commission actuellement? Est-ce que ça serait nécessaire et comment ça serait couvert? Puis, en revenant sur le livre, sur Cus Québecus, Valérie et moi on commencé avec une citation, c'était du journaliste américain H.L. Mencken, qui disait que la politique ou la démocratie, en fait, c'est l'art de diriger le cirque à l'intérieur de la cage des singes. Super pour commencer le livre. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'on est rendu là un peu actuellement avec l'éclatement des médias traditionnels et la croissance, l'essor des médias sociaux. Tout le monde est dans cette cage qui explose à chaque jour, qui bouillonne, et on observe autour de nous et on affiche ça publiquement tout de suite. Est-ce qu'on a besoin d'une commission avec du live TV, avec les journalistes qui vont écrire leur texte, qui vont apparaître le lendemain ou peut-être en ligne le soir à l'époque? Je ne suis pas sûr. On a parlé beaucoup de commissions ce matin et puis la nécessité de les avoir, les gouvernements qui les suivent. Moi, j'ai plutôt l'impression que les gouvernements actuels suivent les médias sociaux et ils entendent le vox populi. Ils ne vont pas attendre qu'ils viennent parler au micro lors d'une commission. Ils l'ont déjà. Peut-être parmi vous, là, vous êtes sur vos comptes Twitter ou d'autres là, pour voir la réaction à des choses. Alors, oui, les journalistes ont bien travaillé. Je suis d'accord avec José qu'on a fait le travail qu'on devait faire, que c'était politisé, ce débat-là, du début. Et pour le moment, je ne sais pas si 10 ans plus tard, la commission fera le travail de la même façon, et surtout la couverture médiatique et la réception de toute la nouvelle qui est sortie de là sera pareil. Moi, en fait, je suis d'accord avec José pour dire qu'il y a eu évidemment instrumentalisation politique, et c'est injuste de dire bon, c'est la faute aux médias sans tenir compte de cet élément majeur. Je suis aussi d'accord avec Jeff pour dire que la majorité des journalistes ont quand même bien fait leur travail, mais le problème, c'est certains médias, et c'est ceux qu'on a entendus le plus, et c'est ceux qui ont forgé la perception d'une majorité de gens et qui ont alimenté cette crise qui a mené à la commission. Donc, certains médias ont très mal fait leur travail, ont contribué, selon moi, à la désinformation, ont joué un rôle de pyromane. Pour préparer ce colloque, en fait, je suis retournée voir il y a 10 ans, presque jour pour jour, c'est un peu ironique, j'étais à un colloque du Centre d'études sur les médias de l'Université Laval et on posait exactement cette question-là. Quel rôle ont joué les médias dans la crise des accommodements?
Et donc, mon point de vue à l'époque était assez critique. Il l'est toujours 10 ans plus tard. Pour moi, bon, certains médias, en fait, c'est ça. Quand on dit les médias, je suis évidemment toujours mal à l'aise avec cette accusation, là, comme c'était une meute monolithique qui déforme tout et plus dans la sensation que dans la réflexion d'intérêt public. Mais donc, certains médias ont manifestement mal fait leur travail. Quand on retourne à la source de la crise, c'est quand même assez clair certains médias ont contribué à creuser un fossé entre la réalité sur le terrain et le discours sur l'immigration, un fossé entre les problèmes réellement vécus, par exemple, par les minorités et ceux qui étaient le plus souvent mis de l'avant médiatiquement et qui le sont encore 10 ans plus tard, même si les choses se sont calmées. Par exemple, bon, on sait, études à l'appui, que même si le Québec accueille les immigrés parmi les plus diplômés de l'OCDE, trop souvent, ces gens peinent à trouver un emploi à la hauteur de leurs compétences et ça n'a absolument rien à voir avec le fait que ces gens réclament des accommodements en débarquant dans un milieu de travail. Ils n'accèdent même pas à une première entrevue pour obtenir un emploi. Donc ça, c'est un enjeu majeur, mais ce n'est pas quand l'image première... médiatiquement, en fait, même encore aujourd'hui, 10 ans plus tard, ce n'est pas un enjeu majeur. Et pourtant, ça affecte très concrètement la vie de milliers de gens. Et je ne veux pas dire que balayer du revers la main toutes les questions de laïcité, d'égalité homme-femme, de la place du religieux dans la société, de l'intégration, ce sont tous des enjeux très importants dont il faut discuter. C'est pertinent d'en discuter, c'est d'intérêt public, mais tout est dans la façon de le faire. Et est-ce que c'était la bonne façon à l'époque? Je crois qu'il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été commises. Je crois qu'il y a beaucoup de médias, incluant la presse, ont appris de leurs erreurs. Mais c'était pas... je défends la profession de journaliste. Évidemment, je trouve que c'est un métier super important, mais c'était pas... cette commission-là, c'est pas comme la commission Gomery qui a été créée à la suite du bon travail d'enquête du Globe and Mail ou la commission Charbonneau à la suite de l'excellent travail d'enquête de Radio-Canada ou de mes collègues de la presse. C'était plutôt un des mandats de la commission, c'était d'aller défaire le travail de désinformation que certains médias avaient créé. Donc, moi, mon analyse de tout ça, c'est qu'en fait, les médias ont contribué à créer une nouvelle catégorie de citoyens qu'on appelait par le terme générique de « ces gens-là ». Et encore aujourd'hui, c'est une expression qu'on entend encore. Ces gens-là ne veulent pas s'intégrer. Ces gens-là devraient retourner dans leur pays. Ces gens-là portent des niqabs. Or, paradoxalement, ces gens-là, on ne les entendait presque pas. Et, bon, précision importante quand même dans la façon dont les médias fonctionnent. C'est la nature même des médias de parler de ce qui ne va pas en y ajoutant un miroir grossissant. Et si on est responsable de ce qu'on publie, c'est difficile de contrôler la façon dont ça va être reçu. Bon, je donne un exemple. L'histoire révélée par ma collègue Sylvie Saint-Jacques, c'était à l'automne 2006 sur les fameuses vitres givrées du YMCA. Je lui ai déjà dit à la blague, Sylvie, tout ça, c'est de ta faute, hein? En faisant référence à la crise des accommodements, le vacarme médiatique, à la montée de l'intolérance. Bon, si on revient à pourquoi cette histoire a été publiée, bien, Sylvie Saint-Jacques, tout bonnement, allait s'entraîner au YMCA un jour. Elle est tombée sur cette histoire de vitre givrée. Elle croise une amie qui lui dit, une amie féministe, qui lui dit Sylvie, est-ce que tu as signé la pétition? Elle dit ah, quelle pétition? Et là, bon, elle lui raconte un peu qu'il y a des Juifs ultra-orthodoxes, la synagogue voisine, qui n'appréciaient pas de voir leurs enfants, que leurs enfants voient par la fenêtre des dames s'entraîner en tenue légère. Et ils avaient demandé à ce qu'on installe des vitres givrées dans une salle d'exercice. Et ça avait choqué des clientes du Y. Et là, tout d'un coup, les cours de yoga étaient dans l'obscurité. Des femmes ont fait circuler une pétition scandalisée par le message obscur que le YMCA leur envoyait, qui était « Mesdames, votre corps représente la tentation, donc vous devez le cacher ». Donc, Sylvie a écrit un article sur cette affaire
sans se douter du psychodrame que ça créerait. Dans son esprit, ça n'avait rien à voir qu'une histoire d'accommodement. C'était avant tout une histoire de féministes qui protestent contre une mauvaise décision administrative. C'est quand même une histoire d'intérêt public. Il y a des questions intéressantes qui sont posées là, mais l'opinion publique a retenu une autre version. C'est devenu le chapitre 2 de la grande saga des accommodements et l'épisode des vides givrées du YMCA, déformé par l'hystérie de l'époque, ça a nourri la crise qui a mené à la commission Bouchard-Taylor, et les vides givrées ont été remplacées, mais il y a quelque chose de brouillé qui est resté, et c'est pas juste la faute de Sylvie. Donc, je ne sais pas si je m'étends un petit peu trop. Oui, on peut laisser la parole à M. Sauvé. Oui, écoutez, moi, évidemment, mon regard est critique. Je ne parle pas ici au nom de Radio-Canada parce que je n'y travaille plus depuis 2012. Et puis, je ne parle pas non plus au nom des journalistes parce que j'ai pris assez de distance critique pour être capable de les critiquer affectueusement. Par contre, je trouve important qu'on resitue un peu le contexte de tout ça. Et puis, je suis content parce que Solange, tantôt, vous l'avez soulevé en parlant des études qui ont été faites avant 2001 et après. Et mon premier point, c'était... Rappelons le contexte international du début du millénaire, les attentats des tours jumelles en septembre 2001, les médias qui étaient largement dépassés par cet événement-là, il faut le reconnaître. Les prismes de la guerre froide, la droite contre la gauche, le communisme contre le capitalisme, ce qui avait marqué nos salles de presse durant plusieurs décennies, tout à coup, ça disparaît. Puis là, s'enclenche une quasi-guerre sainte, incluant le Canada, il faut le rappeler, contre les talibans, qui est déclenchée donc en Afghanistan, suivi de celle contre Saddam Hussein en Irak. George Bush parlait d'une guerre entre le bien et le mal et plaçait les pays visés dans l'axe du mal. Du coup, les croisades sont revenues hanter les esprits du public et influencer les salles de presse. On en conviendra, tout le monde, que c'est un drôle de contexte qui marquait le début du millénaire. Maintenant, mon deuxième point, le rôle de nos médias en 2007. Il reflétait, à mon point de vue, l'ignorance des réalités de l'immigration musulmane au pays, et certainement au Québec. Les Québécois et Québécoises de souche étaient heurtés dans leur vision nationale québécoise, ex-catholiques ou encore catholiques, anticléricalistes ou pas, et découvraient que la récente immigration apportait son lot de nouveautés, donc parfois une proposition de cohabitation avec des valeurs dites québécoises qu'on croyait enracinées pour toujours, comme le rapport homme-femme notamment, dont vous avez parlé. Les sondeurs, certains chroniqueurs, animateurs, certains les appellent des grandes gueules, et une partie de la classe politique ont malheureusement exacerbé le tout. Et là, je rejoins Josée, ce qu'elle disait tantôt sur la classe politique. Tout ça a favorisé la polarisation, la nuance occupant trop peu d'espace, et les journalistes en ont été, à certains égards, un reflet et parfois des haut-parleurs. Le troisième point que je veux souligner, c'est le facteur identitaire au Québec. Il faut reconnaître que le facteur identitaire a une influence particulière qui s'ajoute à tous les autres éléments d'analyse et portraits de la situation dressée ailleurs dans les pays occidentaux. Il ne faudrait surtout pas l'oublier. Soyons clairs. Il est légitime de vouloir protéger l'aventure francophone en Amérique du Nord, anglo-saxonne, au nom de ceux et celles qui l'ont façonnée avant nous. C'est notre choix de vie comme société. Par contre, ça ne doit d'aucune façon excuser ou tolérer le racisme ou la discrimination. Mais quoi qu'il en soit, les francophones du Québec ne veulent pas être marginalisés, peu importe leur option politique. Alors, s'il est vrai que nos politiques d'immigration ont favorisé l'accueil des parlants français comme immigrants, nous avions oublié que cette immigration apporterait aussi un choc, comme par exemple la résurgence de la place des religions dans la vie de la société québécoise. Ont été laissés pour compte les partisans de la laïcité, les catholiques critiques, les athées, lesquels croyaient faussement avoir gagné la bataille. Et ça laisse entrevoir également une fracture entre Montréal et le reste du Québec. Il ne faudrait pas oublier cette dimension-là. Donc, en ce sens-là, les journalistes ont été bousculés par l'état d'esprit des Québécois et des Québécoises face à une société en mutation, et il faut le reconnaître. Mon quatrième point, je veux parler des sondages, et c'est important, parce qu'ils ont occupé et occupent trop de place dans les médias. Le sondage Léger Marketing en 2007 faisait dire aux médias que 59 % des Québécois se disaient fortement, moyennement ou faiblement racistes. Le bulletin de nouvelles de TVA titrait « 6 Québécois sur 10 admettent être racistes ». Rien de moins. Sans que le sondage, évidemment, ne définisse pour les répondants qu'est-ce que signifie le mot « raciste ».
À Radio-Canada, moi, je me rappelle, après le bulletin de 8 heures, j'étais entré au bureau. J'avais alors insisté comme patron pour que nos prochains bulletins nuancent le tout. Alors, notre texte dira, puis j'ai vérifié là, de mémoire, je savais qu'on avait fait ça, notre texte dira 16 % des Québécois de souche disent être fortement ou moyennement racistes. 43 % admettent être faiblement racistes ou, à tout le moins, avoir une certaine méfiance à l'égard de gens d'autres origines. Il y a quand même une distinction dans l'interprétation qu'on faisait de ce sondage-là. Donc, ce n'était pas 6 Québécois sur 10 admettent être racistes. Plus tard, la commission Bouchard-Taylor a tenté de recoller les morceaux, mais peine perdue. Mais attention, on y est toujours. On parle toujours des sondages. Retour à la case départ, parce que le 25 septembre dernier, le Bloc de Crop récidivait avec une question de sondage. Croyez-vous que les immigrants menacent la pureté du pays? Réponse, 53 % le croient au Québec, 42 % au Canada anglais. Donc, back to the future pour les journalistes. Trop de sondages influencent et nourrissent et pourrissent, peut-être certains diraient, démesurément l'actualité. Parlons des partis politiques. Je l'ai dit, le peuple franco-québécois vit depuis les tout débuts de son existence la peur de disparaître. Il ne faut pas l'oublier, ça. À tort ou à raison, légitime ou pas, c'est présent, c'est un fait. Et dans un tel contexte, il faut reconnaître l'échec lamentable de tous les partis politiques à faire les efforts nécessaires pour en prendre acte et adapter leur compréhension de cet état de fait et surtout de développer une vision de qualité face à cette réalité. On pense au débat tout croche de mon ancien collègue Bernard Drainville de la Charte des valeurs ou encore la nouvelle loi 62 du gouvernement québécois qui propose la neutralité religieuse de l'État. J'insiste je souligne le mot religieuse, plutôt que la laïcité, comme si ce dernier mot était trop chargé. Et on exacerbe encore, ainsi le mot identitaire a pris une connotation péjorative pour les partisans du multiculturalisme et vice-versa, les journalistes sont ballottés entre tout ça. Prochain épisode, le débat sur la motion de Québec solidaire. J'ai vu ça annoncé tantôt. Sur le crucifix, il y aura une motion de Québec solidaire qui va être débattue sur le crucifix au Salon Bleu la semaine prochaine. Alors, mes conclusions à moi, c'est que les journalistes dont j'étais n'étaient pas préparés à faire face à cette crise des accommodements raisonnables et je ne suis pas certain qu'ils le soient convenablement encore aujourd'hui. Trop souvent, les journalistes manquent à certains égards de savoir. M. Bouchard, vous parliez de savoir. Des fois, on parle de culture, mais j'aime bien l'expression de savoir, de profondeur et de compréhension de l'histoire avec un grand H. Nous devrions encourager davantage le mode réflexion que le mode réaction. Il est urgent, à mon point de vue, d'avoir plus de diversité culturelle dans la composition des salles de presse, et ça urge. Il faut se méfier des sondages, ne les utiliser que si nécessaire, avec esprit critique et une connaissance des questions de méthodologie. Nous devrions avoir comme idéal de pratiquer un journalisme responsable, malgré l'atmosphère trop souvent viciée qui règne. Facebook et Twitter n'étaient pas... ils venaient tout juste de naître en 2007. En 2017, ils sont là. Plus que jamais, le rôle des journalistes est de contrer la désinformation partout où elle se manifeste, valider les informations et contrer les fausses nouvelles qui circulent. Et ça doit nous guider, à mon point de vue, dans notre pratique. Les médias reconnus devraient éviter de se mettre constamment à la remorque des réseaux sociaux pour alimenter leurs propres informations. On contribue trop ainsi à marginaliser l'information et à être les haut-parleurs des propos publiés par Facebook et Twitter. Il faudrait aussi, parallèlement à ça, mener une offensive pour sauver les médias nationaux, d'une part, mais aussi favoriser la diversité et l'ajout de sources d'informations crédibles pour le public, d'autre part. Les géants du Web sont en train de gagner la guerre de l'information et de la désinformation. Les réseaux sociaux sont devenus la porte d'entrée des moins de 40 ans vers l'information. Et bien sûr, il ne faut pas s'en retirer. Il faut être là, il faut être présent dans les médias sociaux. Mais surtout, il faut en même temps garantir la survie de nos médias et non pas dérouler le tapis rouge pour les géants du Web, comme c'est le cas à l'heure actuelle. À mon point de vue, c'est un enjeu démocratique pour mener correctement nos débats de société, car le combat extrême du 21e siècle est entre l'information et la désinformation. Voilà. Vous enchaîner, Josée, là-dessus? Bien, je suis d'accord plutôt avec les conclusions d'Alain Saunier. Ça serait intéressant. On pourrait pousser loin la réflexion sur la place
des minorités là, dans les salles de presse. Pour moi, à cet égard-là, les médias ne sont pas différents de ce qu'on vit dans le monde du travail. C'est-à-dire que c'est plus facile à dire qu'à faire pour toutes sortes de raisons. Et justement, je voudrais arriver à... Moi, le bilan que je tire 10 ans après la commission Bouchard-Taylor, je suis critique du rapport, mais je suis contente qu'il existe parce que, justement, on a une référence et c'était aussi un des objectifs de la commission. Mais 10 ans plus tard, je trouve qu'on parle trop. Les médias, ils couvrent les malaises. Et quand on vient à bout d'arriver dans les médias, c'est parce que le malaise, il couvre depuis longtemps. Et ça, je trouve ça important de le rappeler. Quand, en 2003, il y a eu le rapport Stasi, par exemple, moi, j'avais fait un éditorial au Devoir sur le rapport Stasi en France. J'avais des gens qui avaient communiqué avec moi en me disant, mais moi, au Québec, je travaille dans un hôpital, puis il y a telle affaire, puis je suis pas à l'aise. Je suis enseignante, j'ai des nouveaux jeunes qui arrivent, ils contestent mon autorité, je suis au cégep, j'ai de la misère avec ça. Personne ne voulait faire un article avec ça. Ces gens-là n'appelaient pas pour ça, mais ils témoignaient d'un malaise qui va aller montant parce que l'immigration musulmane, elle existe depuis longtemps, mais elle s'est vraiment accélérée et nous mettant en confrontation avec d'autres modèles, notamment dans cette immigration-là. Il y avait, oui, de l'intégrisme religieux. Je pense qu'il faut aussi le dire, pour pas non plus être juste dans les oiseaux et tout va bien et il n'y a pas de confrontation. Donc, à cet égard-là, il y avait donc une prise de conscience. Et en même temps, on identifiait des problèmes. Et le rapport de la commission, son intérêt, c'est que la moitié du rapport, c'est nous dire, voici ce qu'il faut faire pour agir. Et ils n'inventent rien. Ils reprennent des affaires qui sont dans des rapports qui existent depuis longtemps. Et on n'a toujours pas agi. On ne reconnaît toujours pas les diplômes. On ne s'occupe toujours pas de voir les nouveaux arrivants quand ils arrivent, est-ce qu'ils sont exploités par des propriétaires. On ne donne toujours pas de soutien aux PME, justement, pour aider à l'embauche de minorités. Comment on va les recruter? Comment ça se fait qu'à l'UQAM, en journaliste, il n'y a toujours pas tant de minorités que ça? On ne fait pas, ce travail-là. On est dans le blabla. Et à un moment donné, parler, bien, je trouve que ça blesse. Et en même temps, ça, je voudrais vraiment le souligner parce que je suis un petit peu tannée de toujours entendre parler de cette méchante droite qui est donc pas fine dans son discours public. Moi, j'étais, après avoir été donc éditorialiste, responsable de la page au Devoir avant la commission. Pendant la commission, j'étais directrice d'information au Devoir. Et après la commission, à partir de 2009 jusqu'en 2016, donc au moment où là, la chicane va pogner, j'étais rédactrice en chef. Je ne compte plus le nombre de progressistes de gauche qui m'appelaient personnellement, qui m'envoyaient des courriels personnels pour me demander, dans leur grand éclat d'ouverture d'esprit, de congédier ou de taper sur les doigts de Lise Payette, Denise Bombardier, Antoine Robitaille et Christian Rioux, et donc en menaçant de se désabonner ou de partir une campagne de désabonnement contre le Devoir sur les réseaux sociaux. De l'autre côté, il y avait une autre gang qui se présentait tout aussi ouverte d'esprit et progressiste, qui me demandait la même affaire à l'égard de Francine Pelletier, Michel David et David Desjardins. Alors, moi, je suis devenue d'une insensibilité totale envers le côté, c'est la faute aux médias, puis les médias. Je trouve qu'à un moment donné, là, les médias sont le reflet des débats. Puis si tu n'aimes pas un tel, écoute-le pas, lis-le pas, ou écrit pour lui répondre publiquement. Mais le côté « je ne veux pas entendre ce discours-là », je trouve ça épouvantable. Et au moins, la commission aura eu ce mérite-là quand il y aura eu les audiences publiques. Dans le rapport, on le dit, on a crevé un abcès, on a comme libéré une parole. Est-ce qu'on a libéré une parole qui n'était pas toujours gentille? Oui. Mais en même temps, il fallait aussi entendre ça. Et moi, je crois beaucoup à ce côté-là dans l'espace public qu'on puisse discuter et débattre. Et j'ai constaté que autant les Québécois sont extrêmement tolérants dans les faits, en dépit de quelques dérapages, je trouve qu'au niveau du débat, on est devenu extrêmement intolérant et ça ne me plaît pas. Mais en fait, oui, peut-être pour faire un peu du chemin du millage sur ce que vous avez dit, on a l'impression que dans ces polarisations-là accrues qu'on sent dans le débat, il y a des gens qui voudraient réguler davantage, parce que toute la question de la régulation des médias à la fois sociaux et les discours haineux qu'on pourrait entendre, les radios poubelles, bon, etc. Quel est l'enjeu en ce moment? Comment vous trouvez? Est-ce qu'on laisse s'épancher, est-ce qu'on doit laisser s'épancher davantage des discours populistes, d'insatisfaction, de frustration anti-immigrants, etc., et jusqu'à quelle est la limite de ça?
Ou bien, est-ce qu'on doit, comme vous dites, changer de poste quand on n'aime pas ça, ou changer de chroniqueur? Alors, quel est l'enjeu? Comment vous voyez ça, finalement, aujourd'hui, étant donné que c'est extrêmement polarisé, les discours? Oui? Bien, oui, c'est polarisé. Peut-être que tantôt, je disais que même parler du mot identitaire, ça devient, même ce mot-là devient chargé, multiculturaliste, selon la position qu'on a, mais j'ai envie de vous dire que la bataille, on l'a presque perdue, la bataille de l'information, parce que nous ne la contrôlons plus à certains égards. Ce sont les réseaux sociaux, maintenant, qui se constituent la porte d'entrée, comme je le disais tantôt, pour les jeunes de moins de 40 ans. C'est de cette façon-là qu'ils s'informent. Et je me plaisais pas, mais j'avais une discussion avec des amis récemment, puis je disais... J'essaie juste de m'imaginer si un référendum comme en 1995, comment ça se déroulerait à l'ère des réseaux sociaux. Et là, je me dis, ça risque d'être effectivement toute une autre partie. Alors donc, je pense qu'il faut avoir ça à l'esprit. Puis là, on est là en train d'analyser les médias, les méchants médias ou les bons médias, c'est selon. Mais les médias, là, ça a explosé. Ce n'est plus les médias que vous aviez à l'esprit. Nous sommes dans une autre ère complètement. Et là, le problème qui se pose à l'heure actuelle, c'est que cette autre ère-là, elle est encouragée par les gouvernements parce que nos gouvernements placent plus de publicité maintenant dans les comptes sur Facebook qu'ils n'en placent dans les médias nationaux. Ils sont en train de contribuer à la perte des médias nationaux. Complètement illogique. Ce sont les réseaux sociaux qui accaparent maintenant 70 de la publicité est détournée par Google et puis Facebook. Alors, comment voulez-vous que les médias nationaux jouent un rôle? Ils s'en vont tranquillement là, vers la déroute complète. Alors, c'est de ce contexte-là aussi, je pense qu'il faut essayer de regarder comment y remédier. Là, c'est tout un plan à structurer. Et moi, j'insiste, je trouve que les politiciens font de la base politique autour d'une question qui est extrêmement sensible. Je compare avec la question des soins de fin de vie, où là, vraiment, on était capable de s'élever. Pourquoi on n'est pas capable de le faire? Je trouve ça agaçant de voir le ministre Hurtel, par exemple, qui a pris, je crois, une de journal pour dire, voyez, il manque d'emploi, donc on va avoir des immigrants, on va venir les combler. Mais on le sait depuis 30 ans que c'est plus compliqué que ça, que c'est pas comme ça que ça se passe, qu'il faut essayer de trouver des façons plus simple de faire en sorte de se comprendre et de mieux accueillir, et tout en expliquant quelles sont ici les valeurs d'accueil, machin. Et ça, je trouve que nos politiciens ne sont tellement pas là-dedans. Moi, je trouve ça inquiétant et ça vient nourrir effectivement les dissensions qui sont très, très fortes sur les réseaux sociaux. Je pense que le rôle des médias aujourd'hui est plus important que jamais, et en même temps, c'est plus difficile que jamais, en fait, de jouer le rôle qu'on doit jouer, c'est-à-dire d'abord s'assurer d'avoir de l'information rigoureuse et ensuite, oui, vous avez le droit à vos propres opinions, mais vous n'avez pas le droit à vos propres faits. Et donc, pour revenir à la question sur la diversité d'opinions, moi, je suis en faveur de la diversité d'opinions. Je veux lire des gens de droite avec lesquels je ne suis pas d'accord. Mais là où j'ai un malaise, c'est quand on franchit cette ligne entre l'opinion qui est pas fondée sur des faits. En fait, on fabrique des faits, on fabrique des peurs et on revient à cette construction de l'étranger qui n'a rien à voir avec la réalité. Et ça, je le vois encore aujourd'hui. Et je trouve ça assez inquiétant. Et parfois, on frôle là, la ligne du discours polarisant, ça c'est clair, mais parfois on est à la limite là, du discours haineux. Et qu'est-ce qu'on fait? Je veux dire, donc comment à la fois favoriser la liberté d'expression, la diversité de points de vue? Est-ce que ça veut dire qu'on doit tolérer jusqu'à tous les discours populistes qui parfois versent aussi dans la haine? C'est pour ça que, pour revenir à la commission Bouchard-Taylor, c'était quand même assez courageux d'avoir fait ça live
sur télévision, puis avoir ça en direct pour le public. Je sais que les commissaires étaient critiqués. Nous, on critiquait à un moment donné, genre de manque. Des fois, on laissait passer des gens. D'autres jours, on les disait d'arrêter, que ces propos n'étaient pas acceptables. Mais maintenant qu'on parle de médias sociaux, j'ai l'impression que c'est un des derniers moments dans la société où le monde était à leur écran pour voir quelque chose en continuité live pendant un bon bout de temps et pas juste savoir, quelqu'un m'a tweeté que quelqu'un a dit quelque chose d'haineux, c'est pas possible, j'ai envoyé ça à mes amis en Californie, j'ai même en Russie, puis là, ils ont recréé un mouvement contre ça. C'est comme ça que ça se passera aujourd'hui. Fait que j'admire un peu ce formule qui était trouvée. Je sais que des fois, il y avait des débordements et tout, mais c'est comme si la commission était un mini réseau social elle-même. Et puis, nous, des fois, on était des simples stenographers, journalistes, pour relater ce qui était dit la veille ou ce jour-là. Fait qu'ils étaient un peu avant-gardistes. Vous étiez avant-gardistes quand même, les commissaires, d'avoir accepté d'entendre des choses, de ne pas couper tout le monde tout le temps et d'avoir gardé, même dans certaines instances, un droit de réserve. Vous allez en discuter dans votre rapport sur ces propositions-là. Mais c'était quand même impressionnant que tout ça a passé live, non, pas de filtre. Et on a eu la chance qu'il n'y ait pas les médias sociaux à l'époque. Imaginons le même exercice avec les commentaires en direct sur les médias sociaux. Bien, on aurait fait nos reportages, puis en plus, on aurait réagi à ce qui était dit dans une autre salle, en fait, qui est le monde. Mais quand on voit, par exemple, les communautés virtuelles sur les médias sociaux qui ont permis presque la création de plusieurs groupuscules d'extrême droite, etc. Souvent, les médias traditionnels disent jusqu'à quel point il faut couvrir ces questions-là, leur donner de la visibilité, etc. Tout cet enjeu, finalement, de tension entre la couverture des médias traditionnels et des médias sociaux, quand vous voyez la montée d'une certaine forme de radicalisme, si on veut, enfin, avec ces groupuscules montants, comment ça interroge finalement le travail aujourd'hui plus de couverture médiatique, de traitement? Comment vous... En fait, c'est extrêmement difficile parce que moi, je lis ce que les experts disent à ce sujet-là et les experts ne s'entendent pas à savoir est-ce que en donnant de l'attention à des groupes d'extrême droite qui sont extrêmement minoritaires, est-ce qu'on joue leur jeu? Est-ce qu'ils sont contents finalement? On parle d'eux, on leur fait de la publicité ou est-ce qu'on contribue à les dénoncer? C'est pas clair du tout. Pour les experts, c'est pas clair. Et pour nous, dans les salles de rédaction, c'est pas facile. En même temps, si on ne parle jamais de si on fait comme si ça n'existait pas, et, je veux dire, ça va pas disparaître non plus. Donc, on n'a pas le choix on n'a pas le choix de le couvrir, mais il faut le faire de façon rigoureuse et prudente. En même temps, ce questionnement-là, moi, j'ai étudié en France dans les années 80, au moment de la montée de Jean-Marie Le Pen, et c'était le grand questionnement. Les télévisions avaient décidé qu'elles ne l'invitaient pas, pensant ainsi que le phénomène allait s'éteindre. C'est pas arrivé. Donc, effectivement, de trouver un équilibre, c'est compliqué. Ça fait presque 2 ans que je ne suis plus patronne de presse et beaucoup de choses se sont passées en 2 ans, notamment ces groupes-là qui ont pris plus d'importance. Mais c'est sûr que s'ils se présentent comme experts sur une question, c'est agaçant. En même temps, s'ils organisent une manifestation puis qu'il y a bien du monde, comme média, tu vas couvrir. Je trouve ça important de rappeler que le média, ils ont des orientations éditoriales, mais tu sais, un média, là, c'est pas un donneur de leçons, là. Un média, ça couvre. Puis si quelque chose se passe, il va couvrir. Et donc, on peut, à la limite, ignorer certains phénomènes ou certaines personnes qui s'auto-proclament porteurs de quelque chose. Mais à partir du moment où ils font une activité qui rassemble des gens, oui, tu couvres. Et puis après ça, il y a des gens qui commentent, puis il y a des gens qui commentent, puis tu es d'accord, puis d'autres gens qui commentent, puis tu n'es pas d'accord. Et j'aimerais quand même aussi garder ça en tête. Mm-hmm. Moi, j'ai envie de donner un exemple. José parlait il y a des décisions éditoriales. Il y a toujours une ligne éditoriale dans chaque média. Il y a des décisions de fond. Qu'est-ce qu'on couvre aujourd'hui? De quelle manière? Quel est l'angle qu'on va choisir pour cette couverture-là? Moi, je vais vous donner un exemple. Le conseil municipal d'Hérouville, je ne l'aurais pas invité, moi, tout le monde en parle.
Parce que là, vraiment, là, on l'a mis sur un tremplin, puis ce gars-là, et même plus tard, on s'est aperçu que finalement, il y a eu du plaisir là-dedans. Mais tu sais, regarde, c'est peut-être du plaisir, là, mais c'était pas une bonne idée. Alors ça, c'est le genre de décision éditoriale que tu dois prendre quand tu es un média. Est-ce qu'on met de l'avant quelque chose qui est un petit phénomène dans une petite municipalité, une région, etc.? L'autre chose, c'est qu'il faut faire attention aussi d'avoir notre vision de Montréalais. Tantôt, je parlais de la fracture entre le Québec et Montréal. Il faut faire attention, parce que même les partis politiques sont en train, à certains égards, de lâcher Montréal pour avoir une vision juste de Québec, où il y a les radios de Québec qui dominent. Les politiciens sont tellement influencés par les radios de Québec qu'ils sont en train aussi d'oublier Montréal là-dedans. Et de la même manière, il faut ne pas oublier le fait qu'il y a des gens qui sont légitimement inquiets dans des régions où ils n'ont pas cette interculturalité que nous vivons ici à Montréal. Moi, j'en ai de la famille qui vit à l'extérieur de Montréal, puis ils sont inquiets. Mais il faut reconnaître que ça existe, ça. Il ne faut pas non plus dire « Ah non, nous autres, à Montréal, on a la façon de voir les choses ». Il faut être capable de rapprocher cette vision culturelle selon qu'on est à Montréal, selon qu'on est à l'extérieur de Montréal. Et ça, pour moi, ça m'apparaît aussi important que les médias qui sont tous centralisés à Montréal ou à Québec, ça ne peut pas être juste ça. Il faut avoir une vision beaucoup plus large des choses. Oui. En même temps, une question que je me pose, c'est, je suis tout à fait d'accord qu'il y a ce décalage, Montréal et les régions, mais une question que je me pose, on n'a pas des médias qui sont du tout à l'image de la société, parce que même si parlons pas juste de Montréal, mais il y a quand même aujourd'hui au Québec, là, il y a un nouveau-né sur 3 qui a un parent né à l'étranger. Et bon, dans les médias, on voit pas ça. Les médias sont beaucoup plus homogènes que la société. Et je me demande, est-ce qu'on aurait eu la même crise si les médias avaient été beaucoup plus diversifiés, si on avait eu des médias à l'image de la société? Bien, moi, je te renverrais ton propos. C'est qu'en même temps, tu ne contrôles pas la façon dont les choses sont reçues. À la Gazette, il y avait peut-être plus de diversité. Vous avez fait état d'incidents qui arrivaient, de polémiques, mais on ne contrôle pas comment c'est reçu. Donc, moi, je trouve qu'il faut aussi avoir ça en tête. Puis je trouve ça, je voudrais revenir sur cette idée d'avoir plus de gens d'autres communautés que la blanche catholique de souche, etc. Au Devoir, moi, j'ai voulu faire cet exercice-là. Et donc, je pense que quand j'étais directrice de l'information, on n'était pas longtemps après la commission Bouchard-Taylor, et il y avait eu une rencontre. On était des gens de différents médias pour essayer de voir comment on pouvait faire. Et je trouve ça frappant parce qu'il y avait quelqu'un de Radio-Canada qui venait de mettre en place un bureau pour attirer plus de gens. Mais j'ai l'impression que ça a pris comme des années avant que ça arrive à l'écran. Nous, au Devoir, on était une petite PME de moins de 100 employés. Et moi, j'ai pensé que la bonne volonté comme patronne suffirait. Donc, on est allé chercher des gens d'autres communautés. C'était pas évident à trouver. Et puis quand finalement, on n'avait pas de poste, là, fait que donc tout ce que j'avais à leur donner, c'était des heures de surnuméraire sur appel de temps en temps. Radio-Canada cherchait la même gang. Fait que quand j'en trouvais, Radio-Canada venait les chercher. Je trouvais ça tellement frustrant comme PME. Puis en même temps, il n'y en avait pas beaucoup dans les classes à l'UQAM qui étaient le vivier naturel pour aller chercher des gens. Ça fait qu'on est, je me dis, on va se tourner vers Concordia. Donc, en voir rencontre des gens de Concordia, il y a là-dedans des jeunes francophones, machin, ils sont capables de travailler en français. Et là, je me suis buté à un autre problème. Ils ne connaissaient pas la société québécoise. Ça ne les intéressait pas. Ils étaient tournés vers les États-Unis. Ils ne savaient pas c'était qui Jeannette Bertrand. Ils ne savaient pas c'était qui Julie Snyder. Ça te pose un problème quand tu es dans un quotidien où, en plus, quand les jeunes, on leur fait tout faire. En tout cas, au Devoir, c'était comme ça. Et ça me posait un autre problème. Et c'est pour ça que je parle d'un soutien aux PME. Tu ne peux pas juste dire, j'ai un poste, on va aller en chercher un qui vient d'arriver ou qui est issu d'une communauté. C'est bien plus compliqué que ça. Et je me suis rendu compte que la bonne volonté, ça ne suffisait pas. Et là, je vais aller encore plus loin. Ce qui m'a réjoui, puis là, les connaisseurs de l'histoire du Québec ont trouvé ça drôle, c'est que là, à un moment donné, j'ai vu les Italiens arriver au Devoir. Je me disais, OK, on est rendu, donc la chicane, loi 22, Saint-Léonard, les années 60, machin. Mais là, ces enfants-là, 50 ans après, arrivaient au Devoir.
En plus, le devoir, c'est connoté, nationaliste et tout ça. Donc, je me disais, OK, bien, peut-être qu'il faut accepter que ces choses-là prennent du temps, surtout quand tu n'as pas de soutien comme employeur, parce que tu ne sais même pas où aller chercher ton soutien, puis en plus, tu n'as pas le temps. Mais, si vous permettez, mais nous autres, à Radio-Canada, on avait développé effectivement, on avait au moins commencé à réfléchir à cette dimension-là. Et je vais vous raconter l'anecdote, c'est qu'en 2001, quand il y a eu les tours jumelles, on avait, nous, entre autres, 2 journalistes d'origine algérienne qui, évidemment, comprenaient l'arabe et le parlaient couramment et qui écoutaient les ondes de la télévision pendant les heures qui ont suivi les attentats des tours jumelles. Je peux vous dire que ça a été très utile d'avoir ces gens-là parmi nos journalistes. Et aujourd'hui, bon, ce sont des journalistes que vous entendez à la radio et qui sont bien intégrés. Et je vais le nommer, Akli Haït Abdallah, c'est lui qui a fait le reportage pour célébrer le 40e anniversaire de la Révolution tranquille. Yes! On a réussi quelque chose, là. Alors, tu sais, c'est aussi ça. Donc, je rejoins ce que tu dis, mais c'est vrai que nous, à Radio-Canada, on a eu cette chance-là et on a pu avoir ce type d'embauche-là. C'est pas assez, et ça, j'en conviens, mais déjà, il y avait là, on avait quelque chose qui nous avait permis d'avancer à mon point de vue. Oui, c'est vrai que juste pour rebondir là-dessus, c'est vrai que la bonne volonté ne suffit pas. En fait, c'est comme, par exemple, pour l'équité en emploi, amener des femmes dans des secteurs traditionnellement masculins, bien, il faut aller les chercher. Hein. C'est ce qu'on fait, par exemple, la STM, quand ils voulaient avoir des femmes chauffeurs d'autobus. Bien, on est allé les chercher, on est allé leur dire, voilà, ça pourrait être un emploi pour vous. Donc, c'est la même chose dans les médias. Bon, à la presse, là, c'est tout récent là, que finalement, cet été, ils ont lancé une bourse de la diversité, pour constatant que notre salle de rédaction n'est pas du tout à l'image de Montréal. Et au lieu d'aller recruter en journalisme, parce que c'est vrai qu'il y a très peu d'étudiants de minorité à l'UQAM en journalisme, bien, on a ouvert, en fait, on a dit, bon, ça pourrait être dans d'autres disciplines connexes. Et donc, on est allé chercher des stagiaires et 2 sont encore à l'emploi de la presse en ce moment. Donc, je pense qu'il faut être créatif. Oui, il faut du soutien de l'État. C'est pas juste une question. C'est exactement un exemple typique de discrimination systémique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de volonté malveillante, il n'y a pas de... en fait, l'exclusion se fait aussi, ça devient une forme d'auto-exclusion parce que les gens des médias, les gens de minorité ne se voient pas à la télé, ne se voient pas dans les journaux, alors se disent, bien, pourquoi j'irai là? Ce n'est pas une place pour moi. Donc, il y a aussi un effet d'auto-exclusion et pour briser ça, bien, il faut être beaucoup plus créatif, mais c'est nécessaire parce que sinon, sans ça, ben, le journalisme, c'est forcément, on va traiter des sujets qui nous intéressent, qui nous interpellent, et si on n'a pas une diversité homme-femme et aussi une diversité culturelle, bien, ça fait qu'il y a toujours un seul angle qui est abordé. Oui. Monsieur Bouchard, vous avez une question? C'est certain que nous savions très bien qu'il y avait des médias qui étaient plus coupables que d'autres. C'était tellement évident. Et la question que nous nous posions, est-ce que nous les nommions ou pas? Et finalement, il nous a semblé qu'il valait mieux ne pas les nommer. Et durant les forums, on s'est aperçu qu'on avait raison parce que, Charles, vous vous en rappellerez, il est quand même arrivé assez souvent que nous enlevions la parole à des intervenants parce que nous trouvions que leurs propos étaient déplacés, ce qui nous valait toujours de très vives critiques de la part des médias. On nous disait, vous êtes là pour les faire parler, ben, écoutez-les. Et puis quand on en laissait passer, ça nous valait encore d'autres critiques parce qu'ils devraient les arrêter. Bon, alors à la fin, on s'est habitué à tout ça, puis on essayait d'établir un équilibre. Mais un soir, on avait quand même repris un peu durement quelqu'un qui avait fait une sortie violente contre les Juifs. Et là, vraiment, ça nous avait choqués, là. Et on s'était permis d'aller un petit peu plus loin que d'habitude. Ça nous avait valu une mise en demeure, le soir même. Et il avait fallu s'occuper de ça à travers tout le reste, avec des avocats, etc. Alors, vous voyez, il y avait des choses qui étaient assez compliquées, Madame Boileau. Mais cependant, je reviens à la question des médias, c'est très important. Maintenant, je ne les nommerai pas non plus parce que ce n'est pas nécessaire. Je pense que tout le monde les connaît, et vous les premiers. Mais ça aurait été quand même délicat de les nommer. Parce qu'il y a un deuxième incident aussi, où moi, je me suis fait piéger par un journaliste que je connaissais très, très bien, qui était un ami avec qui j'ai eu une conversation.
off the record, il n'avait jamais été question d'une entrevue. Et j'avais fait une allusion au groupe TVA, qui était un peu... enfin, que je comparais à Radio-Canada, et dans le sens que vous devinez peut-être. Et ça m'avait coûté cher. Je l'avais payé très cher. Alors, on développe quand même un sens de la survie rapidement. Ouais. Mais bref, c'est ça qui s'est passé, Mme Boileau. C'était difficile pour nous autres de ne pas blâmer les médias, même si nous savions que nous allions nous causer des gros problèmes, parce qu'une fois notre rapport déposé, nous savions que nous aurions besoin des médias pour le diffuser, pour le commenter, etc. Nous savions tout ça. Et nous avions eu des décisions difficiles à prendre. Nous n'avons pas toujours pris les bonnes. Après coup, 10 ans après, il m'arrive parfois de dire « Tiens, ça, on est allé trop loin. Ça, on n'est pas allé assez loin. » Mais enfin, tout ça s'est tellement déroulé au rythme du sprint pendant un an qu'on n'a pas toujours le temps de réfléchir longtemps aux décisions. Il faut improviser, et puis voilà. Si vous permettez, et en tout respect, 2 secondes, le fait de ne pas les avoir nommés, ce faisant, l'effet pervers, c'est que l'idée que les médias ne forment qu'un tout, un seul tout, une seule entité, devient de plus en plus répandue. Ben oui, c'est le coup que... Et c'est là où la nuance entre les médias, évidemment, nous, à Radio-Canada, on y tenait, au Devoir, il tenait, à la presse, il tenait, puis Jeff, la même chose. Vous voyez, M. Saunier, c'est le coût qu'il fallait payer, et je m'aperçois que je le paye encore aujourd'hui. Mais je voudrais juste dire, M. Bouchard, juste pour conclure là-dessus, c'est qu'encore récemment, j'ai entendu quelqu'un, parce qu'on est encore quand même dans ces débats-là, quelqu'un dire « Ah, la commission Bouchard-Taylor nous a tout expliqué ça dans son rapport, c'était une invention des médias. » Donc, cette généralité-là continue de me choquer, de me fâcher, mais par ailleurs, il est vrai qu'au sein de votre rapport, il y a des choses avec lesquelles je trouve qu'ils sont bien analysées, puis d'autres non. Mais moi, j'ai pas dit ça dans mon rapport. Oui, mais moi, je les ai nommés, puis je les ai... Non, mais vous nommez non, mais tout. vous avez nommé, avec le nombre de fois... De fois que c'est... Oui, tout à fait. Hérouville, là. Oui, mais sauf que ça pouvait pas être aussi explicite dans un rapport final de commissaire, j'imagine, en tout cas. Mais écoutez, je pense qu'on n'a plus de temps. Je dois clore, malheureusement. Je vous remercie. En tout cas, ça soulève beaucoup de questions.